À 23h17, Dar et Salam s'est éteinte d'un seul coup, écran noir et réseau figé comme une ville sans souffle. En 7 minutes de silence numérique, des bureaux de vote ont pris feu et une démocratie réputée tranquille a révélé sa blessure ouverte. Pour une génération connectée, que signifie se réveiller dans un pays où un bouton peut effacer la voix collective sous les yeux d'Ibrahim Traoré? Dans ce laboratoire brutal, l'Afrique découvre si couper Internet peut vraiment étouffer le besoin de dignité, ou si chaque coupure allume une braise nouvelle. Ce récit ne parle pas seulement d'une coupure d'Internet à Dar es Salaam, mais d'un test grandeur nature sur la fragilité d'un État présenté comme modèle. Comprendre cette nuit-là, c'est comprendre comment se fabrique le pouvoir. Au fil des minutes, l'histoire suit comment 7 minutes de noir numérique deviennent des urnes en flammes, des slogans étouffés, puis une génération qui invente des réseaux de vérité hors ligne. Ici, le prix du silence devient visible. Quand l'intrigue progresse, chaque décision des autorités, des étudiants, des journalistes et des avocats montre comment un pays bascule d'une stabilité admirée à une paix imposée. Les logs de trafic, les clips supprimés, les hashtags UAZ et les chansons comme Soti Yaohuru servent de balises pour mesurer l'écart entre le récit officiel et la réalité vécue. Les enjeux dépassent la Tanzanie. Ils touchent toute une Afrique qui découvre ce qui se produit lorsque l'on coupe la connexion, mais que le désir de dignité continue de circuler. Ce qui s'est joué cette nuit-là en Tanzanie n'a pas commencé avec les chars, mais avec 7 minutes de vide. En l'espace de 7 minutes où le trafic internet a plongé de près de 90% sur tous les grands fournisseurs, un pays présenté comme oasis de stabilité a découvert que son calme reposait sur un câble aussi fragile qu'un fil électrique nu. Depuis plus de 60 ans, Dar es Salaam incarnait le cœur tranquille de l'Afrique de l'Est, loin des coups d'État et des guerres civiles qui secouaient la région. Cette élection devait confirmer cette image, reconduire une confiance patiemment construite, mais la panne a transformé les bureaux de vote en foyers de suspicion. Quand les écrans se sont rallumés pour montrer des urnes brûlées à Kimara et Kinondoni, le récit officiel d'un simple incident technique a commencé à se fissurer. Les journaux d'observation comme ceux de NetBlocks révélaient des courbes d'effondrement synchro pendant que les présentateurs répétaient le mot « stabilité » comme un mantra lassé. Entre ces deux versions, une génération entière a compris que si l'on peut débrancher la connexion sans préavis, on peut aussi, en théorie, débrancher n'importe quelle voix. Sur le campus de l'université de Dar es Salaam, cette prise de conscience a pris le visage d'Aïcha, 22 ans, qui a posté un simple selfie légendé « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue » quelques secondes avant le noir total. Son message, relayé, capturé, recopié à la main, est devenu le script involontaire d'une mobilisation où chauffeurs de taxi, vendeurs ambulants, journalistes indépendants et étudiants ont improvisé des réseaux maillés hors ligne pour faire circuler nouvelles et vidéos. À plus de 4000 km, Ibrahim Traoré regardait ces images depuis Ouagadougou et pour ceux qui suivaient déjà les Ibrahim Traoré Burkina Faso dans l'actualité, il devenait le miroir discret d'une jeunesse décidée à transformer chaque mur numérique en porte d'entrée. Sur le terrain, l'histoire ne se résume pas à des courbes de trafic ni à des communiqués. Elle prend le visage d'individus qui, sans le prévoir, deviennent les guides d'un pays en bascule. Aïcha est l'une d'entre eux, mais autour d'elle, gravit dans des figures tout aussi décisives. Le chauffeur de taxi qui transmet des rumeurs entre deux barrages, le journaliste local qui perd son accréditation en refusant de lisser un titre, l'avocat qui imprime en secret un premier brouillon de requête contre la coupure. Chacun mesure vite que la panne n'est pas un incident technique, mais un test pour savoir jusqu'où le pouvoir peut serrer la gorge publique. Leur point commun est simple. Ils découvrent que la moindre initiative personnelle peut déclencher une onde de choc inattendue. Dans un quartier de Dar es Salaam, un rédacteur en chef fait circuler sur clé USB les images des bureaux de vote incendiés, pendant que dans un autre, un professeur d'université explique calmement à ses étudiants ce qu'implique juridiquement un blackout décidé en pleine élection. À Dodoma, un jeune fonctionnaire lit, stupéfait, un rapport estampillé « Situation incontrôlable », alors que la télévision d'État diffuse des images d'enfants saluant le drapeau. Ces personnages ne se connaissent pas, mais leurs gestes dessinent une même trajectoire.
accepter ou non, que le silence devienne la nouvelle norme politique. Dans ce paysage fragmenté, chaque choix individuel pèse soudain plus lourd que n'importe quel discours présidentiel enregistré. Voilà ce que coûte vraiment un silence fabriqué. Tout commence par une nuit ordinaire de révision, de taxis en maraude et de journalistes pressés de boucler avant le couvre-feu. À 23h17, Dar es Salaam se fige, les barres de réseau s'évanouissent, les notifications se taisent. Pendant 7 minutes, la capitale numérique de la Tanzanie devient un trou noir où plus rien ne circule, sauf l'inquiétude. Quand la connexion revient, ce ne sont pas des excuses techniques que voient les premiers écrans, mais des flammes qui lèchent des bureaux de vote à Kimara et Kinondoni. L'élection censée renouveler la confiance bascule en preuve que le bouton « off » existe vraiment. Au petit matin, la version officielle est prête. Les ministères évoquent un problème de câbles sous-marins et appellent au calme. Dans le même temps, les registres de trafic montrent une chute coordonnée sur tous les fournisseurs, rendant l'explication fragile. Les radios d'État diffusent des hymnes et des images d'écoliers saluant le drapeau comme si rien n'avait bougé. Ce décalage entre écran public et écran privé devient le premier carburant de la colère. Sur le campus de l'université de Dar es Salaam, Aïcha découvre que son dernier message a survécu à la panne. Le selfie accompagné de la phrase « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue » commence à circuler par capture d'écran. En quelques heures, des cortèges se forment le long de Morogoro Road, mélange d'étudiants, de chauffeurs, de vendeurs ambulants. Les klaxons rythment les slogans, les casseroles frappées remplacent les notifications disparues. Une ville réputée docile apprend à produire son propre bruit politique. La réponse sécuritaire arrive presque aussi vite. Des convois de police ferment les carrefours, les grenades lacrymogènes blanchissent l'air. Un court direct vidéo, relancé via VPN, montre une foule qui compte à haute voix avant que le flux ne se fige à nouveau. Le clip dure 20 secondes, mais il est dupliqué, compressé, renvoyé sur des dizaines de groupes chiffrés. Chaque suppression pousse les copies un peu plus loin, jusqu'aux rédactions de Nairobi et aux téléphones de diplomates européens. À Dodoma, un palais présidentiel hermétique accueille au cœur de la nuit un convoi de SUV noirs. Dans une salle éclairée artificiellement, la présidente et ses conseillers lisent un rapport estampillé « Situation incontrôlable ». Les généraux décrivent des réseaux de jeunesse, des chaînes chiffrées, des hashtags comme UAZ qui échappent au script habituel. Un stratège propose de reprendre le récit hors ligne, c'est-à-dire de déplacer la bataille de l'écran vers la rue et la peur. La décision tombe, nourrir le silence, quel qu'en soit le prix. Les heures suivantes tissent la phase de climax. Des soldats apparaissent devant les rédactions, des cartes de presse sont confisquées, un rédacteur en chef disparaît sur le chemin du retour. Les entreprises de télécommunications reçoivent des directives de stabilité qui signifient filtrage, ralentissement, effacement. La télévision d'État parle de actes isolés de vandalisme pendant que les réseaux parallèles compilent des listes de blessés et de disparus. Plus le discours officiel insiste sur la paix, plus la rue perçoit un vide menaçant. En réaction, la créativité civique se déploie. Des étudiants montent des réseaux maillés hors ligne pour échanger fichiers et mises à jour. Des taxis transportent des tracts imprimés, des journalistes montent des sites miroirs depuis l'étranger, des avocats esquissent une pétition contre la coupure d'Internet. Le terme UAZ, pour transparence, commence à apparaître sur des tracts, des bracelets, des graffitis. Une simple étiquette devient le mot-code d'un refus collectif du blackout. Bien au-delà de l'océan Indien, les échos de cette chronologie atteignent Ouagadougou, à mesure que les recherches sur Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Burkina Faso News augmentent, les mêmes clips de Dar es Salaam sont découverts par une jeunesse déjà habituée au discours de dignité. Ibrahim Traoré regarde défiler les images d'Aïcha et des cortèges, reconnaît les mêmes slogans que dans les rues du Burkina Faso. Pour lui, ce n'est pas une simple crise tanzanienne, mais une scène supplémentaire d'un drame continental où la souveraineté se mesure à la capacité d'entendre sa jeunesse. Quand les premiers chars entrent discrètement dans Dar es Salaam à l'aube, la séquence déclencheur
Climax réplique et scellez-les. Et ça, et scellez. Officiellement, il s'agit d'une mesure de précaution. Officieusement, chacun comprend que la bataille quitte les avenues pour s'installer dans les mémoires, les chansons, les serveurs d'archives, comme oasi.org. Le pouvoir a choisi le silence armé, tandis qu'une génération apprend, jour après jour, à transformer chaque coupure en point de départ. Dans une crise construite sur le silence, les rares chiffres disponibles deviennent des balises essentielles. Le premier, c'est cette chute de près de 90% du trafic Internet enregistré en quelques minutes par les observateurs indépendants. Un tel effondrement simultané sur plusieurs fournisseurs n'a rien d'un simple incident de câble sous-marin. Il montre qu'un interrupteur central existe et que quelqu'un a choisi de l'actionner au moment exact où les Tanzaniens se rendaient aux urnes. Derrière ce pourcentage se cache une vérité simple. La connexion n'est pas seulement un service, c'est une architecture de pouvoir. Un second indicateur apparaît quelques jours plus tard, quand les marchés réagissent avant même les discours officiels. Le shilling se déprécie, les réservations touristiques se contractent brusquement, les investisseurs évoquent en coulisses le mot que le gouvernement refuse de prononcer, risque. Aucun de ces mouvements n'est spectaculaire pris isolément, mais mis côte à côte, ils racontent une même histoire. Quand un État décide que couper Internet est une option politique, le coût ne se paie pas seulement en slogans étouffés, mais en emplois, en projets suspendus, en factures que les plus vulnérables règlent en premier. La stabilité vantée pendant des décennies révèle son prix caché. Un troisième bloc de données n'est loin des chancelleries. Dans l'archive numérique montée à la hâte sous le nom uasi.org par des blogueurs en exil. Là, les chiffres ne sont pas ceux des marchés, mais des personnes. Liste de disparus, décompte de perquisitions, recensement des journalistes arrêtés ou intimidés. Chaque nom vient avec un lieu, une date, parfois une courte note. L'ensemble ne prétend pas remplacer une enquête officielle, mais il constitue déjà une preuve que la répression n'est pas une série d'incidents isolés. Quand les autorités effacent le selfie d'Aïcha en quelques minutes, des dizaines de captures d'écran sont déjà chargées sur des serveurs étrangers, prêtes à être recopiées encore. Même la chanson Soti Ya Uhuru, enregistrée sur un simple riff de guitare et diffusée via clé USB, fournit une forme de métrique. Elle circule des campus au marché, franchit des frontières physiques et numériques, se voit traduite, chantée, remixée. Chaque nouvelle version prouve que l'expérience tanzanienne n'est pas confinée à un événement local. Les recherches en ligne qui croisent Ibrahim Traoré Burkina Faso, Ibrahim Traoré Interview et Burkina Faso News témoignent de la manière dont la jeunesse relie spontanément cette histoire à d'autres luttes pour la dignité. L'algorithme devient malgré lui le sismographe d'un continent qui compare, mais en parallèle, assemble ses propres données de résistance. Enfin, un dernier type de preuve est plus subtil. La fréquence des hashtags comme Uazé, la multiplication des graffitis portant Kimia Sio Amani, le silence n'est pas la paix, sur les murs de Dar es Salaam, de Dodoma, puis de campus à Nairobi ou Lusaka. Ces signes ne se comptent pas seulement en occurrence, mais en persistance. Quand un mot survit à plusieurs cycles de répression, il se transforme en constante politique. Ce sont ces constantes que les dirigeants tanzaniens, et au-delà eux tous, doivent désormais intégrer. Chaque coupure de réseau laisse une empreinte mesurable, non seulement dans les graphiques de trafic, mais dans la mémoire d'une génération qui a appris à lire entre les lignes des communiqués. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut d'abord prendre au sérieux le récit du pouvoir. Du côté du gouvernement tanzanien, l'argument se présente avec une logique apparente. Il y a d'abord la peur du chaos, une élection tendue, des rumeurs de fraude, des images difficiles à vérifier qui se propagent à grande vitesse sur les réseaux. Dans cette perspective, couper Internet quelques heures serait une façon de refroidir l'espace public, d'éviter que des vidéos sorties de leur contexte ne déclenchent des violences irréversibles. À cela s'ajoute la justification de la cybersécurité. La télévision d'État évoque des attaques venues de l'étranger, des forces hostiles prêtes à manipuler l'opinion par bots interposés. Un deuxième argument avance la souveraineté numérique.
Selon cette ligne, un État aurait non seulement le droit, mais le devoir de contrôler les infrastructures critiques, surtout lorsqu'elles sont en grande partie gérées par des entreprises privées ou soutenues par des capitaux étrangers. La coupure devient alors une opération de maintenance d'urgence, une manière de montrer que le dernier mot appartient à Dodoma, non à un opérateur télécom ni à une plateforme internationale. Pour certains responsables, c'est une question de survie politique dans un monde où les hashtags peuvent peser autant que les urnes. Face à ces justifications, la réponse de la jeunesse et des défenseurs des libertés ne se limite pas à une indignation morale. Ils partent des mêmes faits, mais en tirent d'autres conclusions. Si la coupure était une simple mesure technique, demande-t-il, pourquoi intervenir précisément au cœur du vote, alors que la ville bourdonnait encore de messages de bureaux de vote ? Si l'enjeu était la cybersécurité, pourquoi les premières cibles visibles ont-elles été des rédactions, des comptes d'étudiants, des sites d'archives comme oasi.org et non des réseaux criminels identifiés ? La chronologie, ici, parle plus fort que les slogans officiels. Quant à la souveraineté, les Aïcha, les avocats, les chauffeurs qui se font messagers répondent qu'un État ne peut pas la revendiquer contre sa propre population. La souveraineté numérique n'a de sens que si elle protège d'abord la capacité des citoyens à parler, à documenter, à se défendre, sinon qu'elle n'est qu'un autre mot pour désigner un monopole de la parole. Les images de Dar et Salam montrent une chose simple. Là où le pouvoir voit une foule dangereuse à calmer, la jeunesse voit une société qui pour la première fois teste en grandeur nature la solidité de ses droits, et c'est ce désaccord sur ce qu'est réellement l'ordre qui rend l'affrontement si profond. Au milieu de l'histoire, tout semble figé. Les chars sont déjà entrés dans Dar es Salaam, les rédactions sont surveillées, les cartes de presse confisquées, et la télévision d'État répète en boucle le même message de calme. La tentation est grande de conclure que le pouvoir a gagné, qu'il a su transformer la coupure d'Internet en leçon de discipline nationale. Mais c'est précisément là que le récit bascule. À l'instant où les rues paraissent les plus silencieuses, où la peur semble tenir tout le monde à distance, naît ce qui va survivre à la crise. Une grammaire commune de la dignité. Les tracts UAZ, les bracelets, les chansons qui circulent sous le radar font plus que dénoncer le blackout. Ils proposent un vocabulaire partagé, un code que les étudiants de Tanzanie, les militants de Nairobi, les artistes de Johannesburg et les jeunes de Ouagadougou peuvent s'approprier. Quand Ibrahim Traoré regarde ces images et prononce à son tour des phrases sur la dignité et la souveraineté de la jeunesse africaine, il ne fait pas que commenter l'actualité. Il donne un visage à ce basculement discret, où les frontières nationales deviennent secondaires face à la reconnaissance d'un même combat. Pour l'État tanzanien, la première conséquence est une crise de crédibilité. Pendant des décennies, le pays s'était présenté comme boussole morale de la région, prouvant qu'il était possible d'éviter les coups d'État et les guerres civiles sans renoncer à la stabilité. En choisissant la voie du blackout, le pouvoir a envoyé un message contradictoire à ses propres citoyens et à ses partenaires. La phrase de la présidente sur les voix qui ne reviennent pas expose un dilemme qu'aucun communiqué ne peut masquer. On ne peut pas prétendre défendre la nation en se coupant de ce qu'elle a de plus vivant, sa jeunesse connectée. Chaque nouvelle coupure potentielle sera désormais interprétée comme un aveu de faiblesse, non comme un signe de force. Pour les entreprises, la leçon est tout aussi rude. Les télécoms, sommés de optimiser la stabilité du réseau, se retrouvent prises entre directives politiques et contrats implicites avec leurs clients. Les sociétés de tourisme voient leurs chiffres s'effriter, non parce que les plages ont changé, mais parce que l'idée même de vacances dans un pays où un simple tweet peut disparaître inquiète. Les investisseurs, eux, ajoutent un nouveau paramètre à leur modèle de risque, la probabilité que le pouvoir débranche la connexion dans un moment délicat. À long terme, cette incertitude vaut bien davantage que n'importe quel avantage fiscal. Pour les citoyens, les conséquences sont à la fois intimes et collectives. Les mères qui accrochent les photos de leurs fils disparus sur les étals de marché affirment que se souvenir est la seule façon de rester humain. Les étudiants qui apprennent à utiliser des VPN, des chats chiffrés, des réseaux maillés, découvrent que leur simple compétence technique a une portée politique. Aïcha, désormais cachée, continue d'écrire depuis un lieu inconnu
que la liberté n'a pas besoin d'autorisation. Chaque répétition de cette phrase, sur un mur, dans une chanson, dans une discussion de classe, devient un battement de cœur supplémentaire de ce qu'on appelle déjà la génération UAZ. À l'échelle régionale, enfin, la panne tanzanienne sert de miroir. Au Kenya, au Ghana, au Rwanda, des étudiants lisent les messages qui ont survécu au blackout et testent le mot UAZ comme on essaie un nouveau langage de courage. Les avocats de Kigali rédigent des lettres ouvertes sur la responsabilité régionale quand un gouvernement coupe Internet. Des artistes de Johannesburg peignent sur les murs les visages d'Aïcha et d'Ibrahim Traoré tournés dans des directions opposées, reliés par un seul mot, dignité. Ce n'est plus seulement un débat sur une élection contestée, mais un précédent continental sur ce qu'un État peut ou non faire à l'ère du numérique. Dans ce contexte, les prises de position d'Ouagadougou résonnent au-delà du Burkina Faso. Lorsque les discours d'Ibrahim Traoré sont repris, détournés, mis en parallèle avec la situation tanzanienne, la formule Ibrahim Traoré Burkina Faso cesse d'être un simple mot-clé d'actualité. Elle devient l'un des nœuds par lesquels une jeunesse d'Afrique de l'Est et de l'Ouest compare ses expériences, discute de souveraineté, de justice, et s'aperçoit qu'elle partage bien plus qu'un fil d'actualité. À moyen terme, 3 trajectoires principales se dessinent pour la Tanzanie. Le scénario de base voit le pouvoir maintenir une ligne dure, mais contrainte d'introduire des ajustements. Les coupures d'Internet cessent d'être brutales et totales pour devenir plus ciblées, limitées à certains quartiers ou plateformes lors des moments sensibles. En parallèle, quelques réformes cosmétiques sont annoncées. Commission d'enquête, promesses de transparence, dialogues nationaux soigneusement cadrés. La tension ne disparaît pas, mais elle se déplace vers des procédures juridiques, des batailles d'interprétation et des négociations en coulisses avec les partenaires régionaux. Dans un scénario optimiste, la génération UAZ réussit à transformer l'élan de cette crise en agenda constructif. Les avocats obtiennent qu'une jurisprudence claire interdise les coupures générales hors cas d'urgence strictement définies. Les parlementaires les plus sensibles aux coûts économiques de la répression numérique plaident pour des garanties légales, soutenues par un secteur privé exaspéré par l'imprévisibilité. Des plateformes régionales de documentation, inspirées d'uasi.org, se coordonnent pour suivre les coupures de réseau dans plusieurs pays et rendre les abus politiquement coûteux. Dans ce paysage, l'écho des phrases d'Ibrahim Traoré sur la jeunesse et la souveraineté nourrit moins la colère que la détermination à institutionnaliser les protections. Le scénario le plus sombre, lui, suppose que le pouvoir interprète la relative accalmie des rues comme une autorisation de durcir encore davantage. Les coupures deviennent un outil routinier, utilisé lors de manifestations, de procès sensibles, de débats parlementaires délicats. Les journalistes indépendants sont poussés à l'exil, les blogueurs poursuivis pour cybercriminalité, les universités placées sous une surveillance accrue. Dans un tel contexte, la résistance se replie dans la clandestinité numérique, avec tous les risques que cela implique. Infiltration, radicalisation, rupture entre ceux qui peuvent se protéger techniquement et ceux qui restent exposés. Quel que soit le scénario, une recommandation s'impose à quiconque observe ou agit. Considérer Internet non comme un luxe, mais comme une infrastructure civique, au même titre que les routes ou l'eau. L'erreur la plus dangereuse serait de voir la coupure tanzanienne comme une anomalie exotique. Elle est plutôt un signal d'alarme pour un continent où chaque gouvernement, chaque mouvement social, chaque jeune connecté devra décider si le silence numérique est acceptable comme instrument politique ou s'il doit être posé d'emblée comme une ligne rouge. Derrière les grandes formules géopolitiques, cette histoire touche à des gestes quotidiens que chacun connaît. Un téléphone que l'on consulte machinalement au réveil. Un message vocal envoyé à un proche. Une recherche pour vérifier une rumeur. En Tanzanie, pendant ces 7 minutes de noir, puis durant les heures de blocage partiel, des millions de gestes ainsi se sont heurtés à un vide imposé. Ceux qui regardent cette histoire depuis Nairobi, Kigali, Paris ou Ouagadougou peuvent se demander « Que deviendrait ma journée si, au moment précis où mon pays traverse une tension politique, la connexion disparaissait ?» Pour les jeunes Africains, la question est plus intime encore.
Beaucoup ont grandi avec l'idée que leur voix ne comptait pas dans les urnes, mais qu'elle pouvait résonner en ligne. Voir un gouvernement couper ce dernier canal, c'est découvrir à quel point cette liberté est précaire. Pourtant, l'itinéraire d'Aïcha et de la génération UAZ montre qu'il existe une autre forme de puissance, la capacité de transformer l'angoisse en réseau, la peur en narration, le selfie en symbole. Même ceux qui ne se considèrent pas militants peuvent, en partageant, en archivant, en refusant d'oublier, renforcer cette trame fragile. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité via les mots-clés comme Burkina Faso News ou Ibrahim Traoré Interview, le lien est clair. Le lien est clair. Ce qui se joue à Dar et Salam n'est ni une copie conforme, ni un épisode isolé, mais une variation d'un même thème. Que vaut la dignité quand le pouvoir décide que le calme vaut plus que la vérité audible? Se demander où l'on se place, ce n'est pas forcément descendre dans la rue, c'est déjà refuser de considérer ces coupures comme de simples incidents techniques et y voir ce qu'elles sont réellement, des tests adressés à chacun sur sa tolérance au silence. Si l'on prend au sérieux cette crise comme un point de bascule, il devient nécessaire de dessiner une route, même incomplète, pour en sortir par le haut. Le premier pas appartient aux législateurs tanzaniens eux-mêmes. Ils peuvent, sous la pression de la société civile et du secteur privé, inscrire dans la loi que toute coupure d'Internet doit être strictement encadrée, durée limitée, contrôle parlementaire, motifs clairement définis et publiés. Une telle norme ne garantit pas l'absence d'abus, mais elle transforme chaque blackout furtif en faute visible, donc politiquement plus coûteuse. Le second pas concerne les acteurs économiques. Les entreprises de télécommunications, les chambres de commerce, les associations de petites et moyennes entreprises ont tout intérêt à documenter systématiquement l'impact des coupures sur leurs activités. Contrats perdus, jours de travail interrompus, clients injoignables. En mettant des chiffres, même prudents, sur ces pertes, elles peuvent appuyer le plaidoyer pour une gouvernance plus responsable du réseau. Cette défense de la connexion n'est pas un luxe, mais une condition de survie pour un tissu économique déjà fragile. Le troisième pas revient à la société civile, aux avocats, aux journalistes, aux artistes, en consolidant des archives comme uasi.org, en multipliant les plateformes régionales d'alerte, en racontant l'histoire de la panne tanzanienne sous des formats accessibles, documents, podcasts, chansons, ils peuvent empêcher que l'épisode se dissolve dans l'oubli. C'est aussi là que des voix comme celle d'Ibrahim Traoré peuvent jouer un rôle, non pas en dictant une ligne, mais en montrant qu'un chef d'État peut parler de dignité, de souveraineté et de jeunesse sans recourir au vocabulaire du contrôle. Quand un dirigeant de Ouagadougou affirme que la justice n'est pas un mot occidental, il ouvre un espace où d'autres peuvent réclamer des pratiques à la hauteur de ces mots. À la fin, ce qui reste de cette crise tient en quelques images simples. Une ville coupée de son souffle numérique. Une jeune femme, Aïcha, chassée loin des caméras, mais dont les mots continuent de circuler. Une bougie posée sur les marches de l'université de Dar es Salaam, sans nom, sans slogan, juste une flamme qui tremble et refuse de s'éteindre sous les rafales de vent. Ces images voyagent, se répondent, se gravent dans les mémoires bien plus longtemps que les bulletins de la télévision d'État. À des milliers de kilomètres, dans une salle de conférence de Ouagadougou, Ibrahim Traoré parle de dignité comme de la vraie richesse de l'Afrique. Certains l'écoutent pour ce qu'il représente au Burkina Faso, d'autres pour la manière dont ces mots résonnent avec ce qu'ils ont vu en Tanzanie. Entre la bougie et ce discours, il n'y a pas de lien institutionnel, seulement une correspondance silencieuse. La conviction que la souveraineté n'est pas une faveur accordée par le haut, mais un courage qui se réveille par en bas. Dans ce miroir croisé, la jeunesse africaine se voit enfin telle qu'elle est, capable de trembler, de plier, mais de ne pas rompre devant le silence imposé. La flamme est petite, mais elle sait apprendre. Cette histoire n'exige pas de grandes déclarations finales. Elle invite surtout à une vigilance partagée. La prochaine fois qu'un gouvernement en Afrique ou ailleurs invoquera un problème technique pour expliquer une coupure soudaine, chacun pourra se souvenir de Dar es Salaam, des 7 minutes de noir, des chars à l'aube, des chansons qui circulent sur clé USB, des sites d'archives montés en urgence.